Bonjour, bienvenue dans la série sur les vecteurs. Donc continuons sur les transformations de Lorentz. Alors, on a vu que les transformations dans l'espace avec les coordonnées x, y, z, tau, qui conservent les rotations, qui conservent les longueurs, c'est-à-dire l'intervalle, sont les rotations. Toute rotation d'un espace à 4 dimensions peut être décomposée en 6 rotations élémentaires. D'une part, dans les plans x au y, x au z et z au y, qui sont les rotations dans l'espace ordinaire, dans un plan euclidien. D'autre part, on a les rotations dans les plans tau au x, tau au y et tau au z. Alors considérons une rotation dans le plan tau au x. Les coordonnées YZ sont alors conservées. Alors, soit phi l'angle de rotation dans le plan tau au x. Les nouvelles coordonnées x', y', z', tau', après rotation, sont liées aux anciennes x, y, z tau par les relations y égale y', z égale z', qui sont inchangées. X égale x' cos phi moins tau prime sinus phi et tau égale tau prime égale x' sinus phi plus tau prime cosinus phi. C'est une rotation tout à fait classique puisque l'espace avec x, y, z tau est euclidien. Puisque le mouvement relatif des référentiels est un glissement le long de l'axe OX égale O'X', seules les coordonnées x et tau seront transformées. Alors, puisque seules les rotations laissent les longueurs inchangées, à part un changement d'origine, ça veut dire que ce sont bien ces transformations-là qui sont correctes, puisque ce sont les seules rotations dans x, y, z tau qui laissent y et z inchangés. Étudions le mouvement de l'origine des coordonnées O', de R', dans R. Alors, pour ce point, en O', on a x' égale 0. C'est l'origine. Et les formules que je viens de donner se réduisent alors à x égale moins tau prime sinus phi moins tau prime sinus phi et tau égale tau prime cosinus phi. Ceci pour les coordonnées de O', bien entendu, pas en toute généralité. Le rapport de ces deux quantités précédentes, de ces deux quantités, nous donne x sur tau est égal à moins tangente phi. Or, x divisé par t représente la vitesse v du référentiel R' par rapport à R. Et donc, on a tangente phi égale à x sur ICT égale V sur IC. À partir de là, en exprimant cosinus phi et sinus phi en fonction de la tangente, de la trigono, et en substituant dans les transformations précédentes, on obtient, avec tau égale ICT et tau prime égale ICT prime, on obtient finalement, après le travail, x égale x prime plus vt prime, qui est le mouvement de translation, divisé par 1 moins bêta carré
exposant 1,5. Et taux est égal à... pardon, pas taux. T est égal à T' plus Vx' sur C carré. Ce terme-là, déjà, est nouveau. Il s'agit d'un décalage des horloges en fonction de la position, divisé par 1 moins bêta carré sur 1 exposant 1,5. Ces formules permettent alors d'exprimer un événement d'un référentiel donné dans un autre, glissant selon l'axe OX par rapport au premier. Elles constituent les formules de la transformation de Lorentz, et elle se généralise pour un référentiel en mouvement quelconque ou en orientation quelconque, l'un par rapport à l'autre, tant que le mouvement reste inertial, galiléen. Considérons une règle au repos dans le référentiel R, qui est posée parallèlement à l'axe OX. Soit x1 et x2 les coordonnées de ses extrémités, et notons sa longueur L0, c'est-à-dire L0 égale x2 moins x1. On peut se poser la question si dans R' on va mesurer la même longueur. Donc cherchons à présent la longueur L dans le référentiel mobile R'. Pour cela, il faut trouver les coordonnées x'1 et x'2 de ces extrémités dans le référentiel R' à un instant t' donné. Il faut que ça soit un instant donné, puisque dans ce repère, la règle est en mouvement, et on doit avoir la position des extrémités à un instant précis, parce que sinon, la règle va se déplacer entre les deux valeurs. Les formules des transformations de Lorentz nous donnent alors que x1 est égal à x'1 plus vt' sur 1 moins bêta carré exposant 1,5 et x2 égale x'2 plus vt' sur 1 moins bêta carré exposant 1,5. Et donc, on en tire que L0, qui est égal à x2 moins x1, est égal à x'2 moins x'1 divisé par 1 moins bêta carré exposant 1,5, ce terme-là se simplifie, est égal à L, la longueur mesurée dans R', de 1 moins bêta carré exposant 1,5. Ce qui veut dire que la règle mesurée dans R' est plus courte, telle qu'elle est mesurée dans le référentiel R', ou référentiel dans laquelle cette règle se meut avec la vitesse v. C'est ce qu'on appelle la contraction de Lorentz. Notons qu'historiquement, les transformations de Lorentz ont été découvertes avant Einstein, ou plutôt avant sa publication, par Lorentz. Lui, il étudiait le champ électromagnétique, auquel nous viendrons bientôt, et cherchait à voir quelles étaient les transformations des coordonnées qui gardaient les équations de Maxwell invariantes. Et en cherchant ces transformations, il a trouvé les transformations qui portent son nom, les transformations de Lorentz, et donc la contraction de Lorentz. À l'époque où il a trouvé ça, il n'imaginait pas que le temps et l'espace puissent être affectés. Le temps et l'espace absolu de Newton étaient très ancrés dans les esprits. Et donc, il voyait ça comme des paramètres purement formels. On pensait que la lumière se propageait dans un éther fixe, c'était une vibration de cet éther, ce qui a été montré faux
par l'accumulation des expériences, dont la dernière de Michelson et Morley est célèbre, puisque après toutes les précédentes, il ne restait plus grand-chose comme propriété à déterminer pour cet éther, et l'expérience de Michelson et Morley a montré que cette propriété n'existait pas. Donc, l'éther n'existait pas. Mais au moment de Lorentz, on pensait encore. Et donc, il imaginait que c'était le déplacement d'une règle, d'un objet dans l'éther qui provoquait sa contraction. Et Einstein, lui, a procédé autrement. Il a fait, pas tout à fait comme nous ici, d'un point de vue mathématique, mais sur le principe, c'est ce qu'il a fait. Il a pris, donc, il a dit, l'éther n'existe pas. La vitesse de la lumière est invariante. C'est un fait expérimental. Et donc, prenons ça au sérieux et déduisons ce que cela implique pour l'espace et le temps. Et il a découvert ce que nous venons de trouver et a retrouvé, par ce biais, comme nous l'avons fait, les transformations de Lorentz. C'est ce qu'il a publié en 1905. 1905 est appelé parfois l'annus mirabilis, l'année miraculeuse, parce qu'il a publié 4 articles à cette époque-là. 4 articles fondateurs, extrêmement importants. Pas tout à fait dans l'ordre, mais il a publié donc cet article de base de la relativité d'Einstein, relativité restreinte. Il a publié, qui s'appelait d'ailleurs Électrodynamique des corps en mouvement. Il a publié un second article traitant de la dynamique et a découvert le fameux E égale mc carré. Il a publié également son article sur l'effet photoélectrique qui montrait que la lumière était quantifiée, hein, les fameux quanta photons, nom qui est venu plus tard, phénomène qui avait déjà été découvert par Planck avec le corps noir, mais Planck l'attribuait à une propriété de la matière. Einstein, avec l'effet photoélectrique, a montré que la lumière était vraiment comme ça. C'est l'article fondateur de la mécanique quantique. Et quatrième article, qui faisait partie, si je me souviens bien, de sa thèse de doctorat, il avait publié un article sur le mouvement brownien. C'est l'agitation de toutes petites particules, des grains de pollen, qu'on peut observer au microscope dans de l'eau, et qui remuent de manière erratique. Einstein a pris au sérieux l'hypothèse atomique, à savoir que la matière était constituée d'atomes, en agitation permanente à cause de l'agitation thermique, de la chaleur. Et les grains de pollen devaient alors être déviés par les chocs dus aux atomes, aux molécules d'eau. Et en utilisant ça, il a fait les calculs et il a retrouvé les propriétés générales de ce mouvement, dit mouvement brownien, qui avait été découvert par Brown. Et ce fut considéré, parce qu'il retrouvait vraiment les caractéristiques de ce mouvement, ce fut considéré vraiment comme, après tout ce qui avait été découvert en chimie et en physique, la dernière pierre de touche permettant de dire, oui, la matière est vraiment constituée d'atomes. Donc, on peut dire que Einstein, en un an, a fondé une grande partie des bases, des briques de base de la physique du XXe siècle. Ce qui est assez exceptionnel, d'où le nom de annus mirabilis. Et, bon, il n'est pas le seul. La partie physique nucléaire, par exemple, fut fondée par, son nom m'échappe, qui a découvert le rayonnement X, les rayons uraniques, qu'on appelait à l'époque la radioactivité, pas les rayons X. Les rayons X, c'est Röntgen, son nom m'échappe, celui qui a découvert que l'uranium était radioactif, et bien sûr les Curie, qui ont beaucoup fait avancer la physique nucléaire. Et puis bien d'autres après, mais les bases venaient de là. Donc Einstein n'a pas tout découvert, bien entendu, mais cette année était vraiment exceptionnelle. Et la relativité était une brique de base particulièrement importante. Voilà pour la petite histoire. Nous continuerons dans la prochaine vidéo, nous en finirons avec la relativité, en parlant des quadrivecteurs,
et de la quadrivitesse, ce qui nous permettra d'introduire un peu plus un formalisme approprié pour la suite. Je vous remercie.